US. Patrick Chassé, toujours avec nous pour débriefer ce tracé 2026. Christophe Riblon est au Palais des Congrès pour toutes les réactions. Restez bien avec nous, ça nous emmènera jusqu'au badminton, les internationaux de France, avec les huitièmes de finale pour Christo Popov et pour le double mixte, Tom Gickel et Delphine Delru. Patrick, la carte s'affiche. Oui. Votre première impression sur ce parcours 2026? Beaucoup plus dur qu'il n'y paraît. Ouais. Parce qu'on a effectivement, on a eu l'impression après le Tour de l'année dernière qui était monstrueux. On se disait, d'ailleurs je vous ai entendu pendant le déroulé, oh les Pyrénées, bon il n'y a pas grand-chose. Bon, il y en avait beaucoup plus effectivement l'année dernière. Et puis il y a toujours ces massifs intermédiaires auxquels Christian Prudhomme tient tant. Je pense au Massif central où on repasse avec cette arrivée au Lioran, dans le Cantal. Je pense évidemment aux Vosges qui vont être absolument incroyable. Vous verrez l'étape du Markstein qui va nous montrer que les Vosges n'est pas un massif ancien, mais on peut trouver, et notamment le col du Hague, des montées impressionnantes, difficiles. Et puis évidemment derrière, il y a les Alpes avec cette double ascension de l'Alpe d'Huez. C'est évidemment ce qu'on retient, mais avec aussi des choses un petit peu nouvelles quand même. Le plateau de Solaison qui a été révélé par le journal L'Équipe d'ailleurs en avant-première ce matin. Et donc Christian Prudhomme a dit toute la difficulté tout à l'heure. Donc voilà, 2 contre-la-montre, un chrono par équipe pour commencer, mais un autre contre-la-montre également du côté de Thonon-les-Bains. Donc il y a un équilibre. Mais malgré tout, beaucoup de dénivelé. Beaucoup de dénivelé, presque autant que l'année dernière. Ouais. Oui, c'est ça, 50 000 mètres de dénivelé, mais pas répartis de la même façon. On verra si ça fait autant de différence que l'année dernière. Je ne sais pas, honnêtement, par rapport à ce qu'on a dit au tout début, on ne fait pas un Tour de France pour faire perdre Tadej Pogacar. D'abord parce que ce Tour de France, il a été fait, il a été entamé et mis en place par l'équipe de Christian Prudhomme depuis de longs mois et bien avant le Tour précédent. Christophe Riblon est en direct avec nous depuis le Palais des Congrès, pendant qu'on revoit l'intégralité de ce parcours du Tour de France qui s'élancera le 4 juillet depuis Barcelone avec un contre-la-montre par équipe. C'est une première depuis 1971. Christophe, le ressenti de la salle et puis le vôtre également, bien sûr, avec la double ascension de l'Alpe d'Huez, double étape à l'arrivée de l'Alpe d'Huez. On ressort avec quel sentiment sur ce parcours 2026 ? Comme tous les ans, on ressort avec un sentiment vraiment de gratitude, enfin de grandeur. C'est plus ça le mot, et surtout avec ce final, avec les 2 arrivées à l'Alpe d'Huez, franchement ça a surpris tout le monde. Il y avait déjà eu les échos qu'il y aurait une arrivée à l'Alpe d'Huez. Bon, là, il y en aura une deuxième, en plus de l'autre côté par Sarenne. Donc voilà la petite spécificité. Après, moi, le petit truc que je retiens, moi, ce sera le vendredi 10 octobre. On arrivera à Bordeaux, il y aura un petit barbecue chez Patrick. Non, trêve de plaisanterie, on en a parlé avant. 10 juillet, parce que le 10 moi, j'ai octobre, noté, Patrick a dit 5 ans. Oui, pardon, 10 juillet, excusez-moi, pardon. Non, moi, ce que je retiens, et on en a parlé en avant tout à l'heure, en début d'émission, ce que je retiens, c'est qu'il y a quand même 4000 mètres de dénivelé positif en plus que l'année dernière, donc ça fait une étape de montagne en plus. Moi, franchement, ce que j'en ai vu, j'étais assis à côté au milieu d'anciens coureurs et des coureurs actuels aussi, et ce qu'il en est resté, c'est vraiment presque un émoi de toute la difficulté. Il va falloir être présent du premier au dernier jour, on en a l'habitude ces dernières années. Honnêtement, moi, je vois vraiment un Tour de France cette année extrêmement difficile. Désolé Patrick, mais on va retrouver les mêmes acteurs que cette année, je pense, et peut-être même dans le même ordre. Mais ça veut dire qu'il est encore plus dur que l'année dernière, c'est ça Christophe, si on vous écoute bien, alors qu'on disait déjà que c'était un Tour de France très très difficile. En tout cas, c'est mon sentiment et c'est le sentiment qui a été perçu dans la salle. Alors, ça vient juste de se terminer, j'ai pas encore pu discuter avec tout le monde, mais vraiment, vous m'avez demandé mon impression et mon ressenti dans la salle, c'est vraiment l'impression que j'en ai eue. Tout le monde n'a parlé que de ça. Tout le monde a bien retenu en plus ce final dans les Alpes très difficile. Regardez la dernière étape, 5600 mètres de dénivelé positif en 171 km. Avant ça, bien entendu, il y aura plein d'autres choses. Le Markstein, Patrick en a parlé. La traversée des Pyrénées au bout de la 3e et 4e étape, si je me souviens bien. Il va falloir attendre la 5e étape pour avoir une arrivée au sprint. Voilà, on aura un contre-la-montre par équipe qui va déjà bien définir le classement général, parce que c'est les temps individuels qui seront pris à l'arrivée. Christian Prudhomme nous l'a bien précisé.
On aura certes un chrono individuel, mais il sera difficile. On aura 500 mètres de dénivelé positif en 21 km. On connaît la région, là, autour du lac Léman, autour de Évian. Donc, non, franchement, c'est un Tour de France, l'année prochaine encore, extrêmement exigeant. Pardon, je ris de nerfs parce qu'à vous écouter, honnêtement, on est déjà épuisé. C'est un c'est l'ambiance de la salle. C'est l'ambiance de la salle, ça. Parce qu'à chaque fois, tous les ans, on a l'impression que c'est plus dur que l'année précédente. Nous, on a un petit peu de recul, Christophe. On se calme. L'année prochaine, on inversera les rôles, alors. Non, c'est vrai, il faut reconnaître qu'il y a quelque chose qui est assez notable, c'est que c'est vraiment crescendo. Et c'est crescendo, c'est-à-dire sur la fin du tour est juste monumentale, d'autant que la deuxième montée de l'Alpe d'Huez, qui est monstrueuse, hein, enchaînée, d'ailleurs sous le signe des enchaînements, hein, puisqu'il y a la Croix de Fer, et puis derrière il y a l'enchaînement Télégraphe-Galibier, et ensuite il y a l'enchaînement Col de Sarenne, Alpe d'Huez. Ça fait vraiment très mal. Justement, allons dans le détail de ces deux arrivées à l'Alpe d'Huez. C'est l'une des informations, évidemment, le retour de l'Alpe d'Huez sur le Tour de France, mais avec deux arrivées cette année. Patrick, alors prenez la main. Qu'est-ce qui va faire la spécificité de ces deux étapes avec l'arrivée à l'Alpe d'Huez? Elles sont quand même différentes, totalement différentes l'une de l'autre. Alors on peut dire deux fois l'Alpe d'Huez. Alors on se souvient d'ailleurs que quand Christophe avait gagné à l'Alpe d'Huez, il y avait deux fois l'Alpe d'Huez, mais c'était le même jour. C'était le même jour. Et d'ailleurs, ils empruntaient d'ailleurs à cette époque-là déjà le col de Sarenne, mais pas par le même versant. Là, cette fois-ci, ils auront réellement le deuxième jour le col de Sarenne en entier, et la montée de l'Alpe d'Huez ne se fera pas par les 21 virages que l'on connaît bien. Ce sera le cas en revanche la veille. Donc on aura vraiment l'Alpe d'Huez sous toutes ses coutures, j'ai envie de dire. Et c'est pas une première, en revanche, de voir coup sur coup, deux étapes avec une arrivée à l'Alpe d'Huez. En 1979, on avait eu la même chose. On avait eu deux arrivées au sommet de l'Alpe d'Huez. La première qui avait été remportée par Joachim Agostinho et la deuxième par Job Zoetemelk, Tour 79. C'était un tour victorieux, évidemment, pour Bernard Hinault. C'était le grand match Hinault-Zoetemelk à l'époque. On voit effectivement cette étape reine qui est monstrueuse, hein, Croix de Fer. Je vous le disais, l'enchaînement. Regardez, col du Télégraphe. Ça ne redescend pas derrière, on enchaîne avec la montée du Galibier. C'est terriblement difficile par ce versant-là. Et ensuite, la montée de l'Alpe d'Huez, donc le lendemain d'une précédente arrivée à l'Alpe d'Huez, vous le voyez avec surtout la mise en valeur du col de Sarenne qui avait été escaladé par son petit versant à l'époque de Christophe. Il s'en souvient forcément. Là, ce sera par le versant noble, on va dire. Alors justement, votre témoignage, Christophe, vous qui vous êtes imposé en 2013 au sommet de l'Alpe d'Huez. Alors, est-ce que le Tour va se jouer sur cette dernière étape, avant-dernière étape, et donc l'arrivée, la deuxième arrivée à l'Alpe d'Huez? Est-ce que le tracé vous fait dire que c'est là que le Tour de France pourra basculer définitivement? Veille de l'arrivée. Veille de l'arrivée, donc à Paris. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il peut être renversé. On a deux dernières étapes qui vraiment sont faites pour ça. Je pense que tout à l'heure, j'irai voir Christian Prudhomme. Je lui poserai la question, mais je pense que dans l'esprit, c'est on va faire un tour difficile. Il y aura une certaine hiérarchie qui sera installée depuis 2 semaines et demie. Et dans le dernier week-end, on essaye de tout renverser. Moi, c'est comme ça que je lis ce parcours. Les deux arrivées à l'Alpe d'Huez dans deux versants différents. La montée de Sarenne, attention, hein, effectivement, Patrick l'a bien dit. Moi, j'avais monté le petit côté, c'était juste la fin après l'Alpe d'Huez. Si on se souvient un petit peu, on va le remonter donc nous on le descendait, c'est là où j'étais sorti de la route, donc la route est très étroite, la route est un petit peu abîmée de mémoire, un petit peu en forêt et surtout elle est très raide, très pentue. Donc voilà, on a vraiment tous les ingrédients pour que le dernier week-end on puisse renverser le Tour de France, parce que on le voit, le Tour de France c'est long, c'est 3 semaines et la forme de la 3e semaine peut être différente que celle de la première ou de la deuxième. Donc moi, j'ai vraiment le sentiment que du côté des organisateurs, on n'a pas envie d'avoir un long fleuve tranquille pour le leader ou pour un groupe de coureurs qui se jouent la gagne. On veut vraiment que le dernier week-end, on puisse tout renverser. Christophe, oui, pardon, Patrick, on va juste libérer Christophe, entre guillemets, pour qu'il puisse aller recueillir les réactions. Et on vous retrouve dès que vous avez un invité, évidemment, Christophe, pour les premières réactions après l'annonce de ce parcours du Tour 2026. À tout de suite, hein, priorité à vous, évidemment, Christophe, pour les réactions. Oui, Patrick. Je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Christophe, et c'est là qu'on va réconcilier nos points de vue. C'est qu'effectivement, le fait de vouloir absolument ménager le suspense pour un éventuel retournement en fin de Tour de France se marque aussi parce que l'on a dessiné, parce que les organisateurs ont dessiné sur le début de ce Tour de France.
Christophe l'a dit, on commence par les Pyrénées, ça vient très tôt puisque le départ est de Barcelone, donc on entre dans les Pyrénées par les Pyrénées-Orientales, les Angles qui sera une arrivée inédite mais qui n'est pas une arrivée très difficile en soi. La montée vers la station de ski des Angles n'est pas très difficile. Et puis ensuite, c'est pareil, hein, l'étape de Foix, il y a aussi pas mal de dénivelé, mais c'est pas une étape difficile. À Pau, ce sera une arrivée plutôt pour les sprinteurs. Et la grande étape pyrénéenne, ce sera le 6e jour. Ce sera une arrivée inédite à Gavarnie, dans le cirque de Gavarnie, qui est un truc assez magnifique, vous verrez. Et avec avant, je dirais, un parcours assez classique, Aspin-Tourmalet. Mais Aspin-Tourmalet, ça fait peur. Tourmalet, c'est un monument. Gavarnie, même votre fidèle serviteur l'a monté, donc c'est vous dire si c'est quand même pas si compliqué. Gavarnie, ça dépend il y a combien de temps. C'est pas, non, c'est récent, c'est pas très difficile. Donc probablement la volonté, soit de permettre à des coureurs de lancer la course de très loin, bref, de ne pas en tout cas que laisser tout se jouer dans la montée finale et de provoquer des écarts sur la montée finale. Donc moi je trouve que c'est quand même... Et puis après on enchaîne sur les massifs intermédiaires qui ne sont pas non plus des massifs où en général on fait de très grosses différences. Donc oui, ça interviendra à la fin. Oui, ce sera cette traversée des Alpes et notamment cette double ascension, enfin 2 jours de suite de l'Alpe d'Huez. L'Alpe d'Huez, c'est pas le col le plus difficile du Tour de France, faut le rappeler. C'est mythique, c'est légendaire, mais ce qu'il y a avant est souvent plus difficile que la montée finale de l'Alpe d'Huez. Simplement, on est tellement émoussé par la Croix de Fer, le Télégraphe, etc., que quand on arrive au pied de l'Alpe d'Huez... On est presque soulagé, c'est ça? Oui, on n'est pas soulagé. C'est lequel le col le plus difficile alors, jusqu'à l'Alpe d'Huez? Franchement, Croix de Fer, Galibier, c'est difficile de les départager. Ils sont tellement difficiles l'un et l'autre. Oui, on dit que le Galibier, c'est le plus dur parce que c'est le toit, et ce sera le toit encore du Tour de France cette année, c'est-à-dire le col avec l'altitude la plus élevée. Mais on sera à quelle altitude à ce moment-là? On sera à quelle altitude pour le col le plus élevé? On est à plus de 2000 mètres, je ne sais jamais, moi je ne retiens pas les altitudes. Bon, mais c'est des cols à plus de 2000 et on passe pas si souvent au-dessus de 2000 mètres à l'occasion de ce Tour de France 2026. On attend les premières réactions depuis le Palais des Congrès avec Christophe Riblon, mais pour information, les 5 massifs montagneux seront visités sur ce Tour de France 2026 avec les Pyrénées, le Massif central, le Jura, les Vosges et les Alpes. Pour terminer, veille de la dernière étape, on sera donc à l'Alpe d'Huez pour la 2e arrivée prévue cette année à l'Alpe d'Huez. 8 étapes de montagne, 5 arrivées au sommet, Patrick, 2 contre-la-montre. Le premier contre-la-montre par équipe qui va lancer ce Tour de France à Barcelone, c'est une première depuis 1971. Les temps individuels seront pris en compte. Ça veut dire que ce chrono, c'est intéressant de s'y intéresser quelques secondes, Patrick. Oui. Temps individuel, ça veut dire que toutes les équipes vont jouer à fond ce contre-la-montre pour placer leur leader, par exemple. Exactement. La priorité n'est pas de terminer de façon collective. Vous savez que souvent, le temps était pris sur le 3, en fonction des années, sur le 3e homme, le 4e homme, quand les équipes étaient plus nombreuses. Bref, on n'en est plus là maintenant. C'était le cas déjà lors du précédent, du dernier contre-la-montre par équipe que l'on a disputé sur le Tour de France. Eh bien, on prend les temps individuellement. Donc, ça ouvre des stratégies. Si vous voulez rester à plusieurs et amener votre leader jusqu'au bout, ou si vous avez plusieurs leaders d'ailleurs, vous peut-être mieux tous les ménager. Si vous avez un seul leader, ces équipiers vont pouvoir se dépouiller. On sait que quand on reste dans l'aspiration des coureurs dans un contre-la-montre, on produit beaucoup moins d'efforts et on laisse le leader terminer son effort, se ménager en d'autres termes pour le final de ce chrono. Oui, on peut avoir des leaders très haut placés dans le classement dès le premier jour. C'est en tout cas l'objectif affiché par les organisateurs cette année. Le 4 juillet pour le départ depuis Barcelone, le 3e départ depuis l'Espagne pour le Tour de France, arrivé le 26 juillet à Paris avec Montmartre qui est de nouveau au programme. On va le redécouvrir dans quelques instants. On va prendre le temps d'apercevoir, si vous nous rejoignez, les chiffres clés de ce Tour de France 2026 révélés par Christian Prudhomme il y a quelques minutes avant de filer à Cesson-Sévigné pour le badminton, les internationaux de France. Voici les chiffres marquants. 21 étapes, donc ça c'est sûr, vous le savez, 7 régions qui sont traversées, 29 départements. Le dénivelé, Patrick, 54 450 mètres précisément. C'est un premier chiffre marquant, c'est plus que l'année dernière. C'est plus que l'année dernière, alors qu'on aurait pu penser effectivement, et je reconnais que par rapport à ce que j'ai dit en introduction, alors qu'on ne connaissait pas encore le parcours, moi j'aurais parié sur, au contraire, un petit peu moins, un tour un peu plus roulant, un peu moins difficile. Ce n'est pas le cas.
Ça veut dire qu'on n'a pas fait un tour spécialement pour les coureurs français. Hein. Mais voilà, après, il peut se passer beaucoup de choses d'ici le mois de juillet prochain. Quoi. Non, c'est prodigieux, c'est vertigineux. Voilà, c'est vertigineux.